L'islam se propage pacifiquement à travers l'Espagne et personne ne parle de ce que cela signifie réellement. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Cordoue le mois dernier. La Mesquita cathédrale, ce monument a coupé le souffle de l'histoire complexe de l'Espagne. D'abord une église visigothique, puis une grande mosquée, puis une cathédrale sculptée en son cœur accueillait sa messe habituelle du soir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Dehors, dans les rues étroites de la Juderia, un groupe de jeunes Marocains se sont rassemblés non pas pour protester, non pas pour une confrontation, mais pour quelque chose de bien plus subversif puisqu'ils enseignaient l'arabe aux enfants locaux. Pas dans une mosquée, ni dans un centre culturel, mais dans un café, autour d'un thé à la menthe et de pâtisserie. Le propriétaire, un siar de 3e génération de souche andalouse, n'a pas appelé la police. Il ne semblait même pas dérangé. En fait, il s'y est joint. Maintenant, si vous avez suivi les gros titres, vous pourriez penser qu'il ne s'agit là que d'une autre histoire réconfortante d'harmonie multiculturelle. Après tout, le gouvernement siche s'est empressé de présenter cela comme une preuve de la réussite de sa politique d'intégration. L'UE a salué l'Espagne comme un modèle de coexistence pacifique. Même le département d'État américain, dans son dernier rapport sur la liberté religieuse, a souligné l'approche progressiste de l'Espagne à l'égard des communautés musulmanes. Le récit est que l'islam revient en Espagne non pas par la conquête, ni par la violence, mais par la propagation discrète et organique de la foi, de la culture et de la démographie. Une correction naturelle au grand livre de l'histoire. Une victoire pour la tolérance. Mais voici le problème, ce n'est pas toute l'histoire. Et si vous pensez qu'il s'agit uniquement de religion, vous passez à côté du tremblement de terre géopolitique qui se déroule sous la surface. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la démographie, de l'identité et du pouvoir d'abord en tant que chercheur au Naval War College, puis en tant que conseiller de l'OTAN sur la sécurité en Méditerranée, et maintenant en tant qu'observateur de ces tendances avec un sentiment de malaise croissant. Ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. Il s'agit de soft power, de sphère d'influence, de reconfiguration lente du paysage culturel et politique européen. Et si nous ne comprenons pas les forces en jeu ici, nous nous réveillerons un jour et réaliserons que la carte du monde occidental a été redessinée non pas par des chars, non par des traités, mais par les taux de natalité, les schémas migratoires et la persistance silencieuse de la mémoire civilisationnelle. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez, l'histoire que le gouvernement espagnol veut vous faire accepter est celle d'un simple retour de l'islam dans la péninsule ibérique d'une manière pacifique, volontaire et même bénéfique. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, la population musulmane est passée de seulement 1% du pays en 2000 à près de 5% aujourd'hui, soit environ 2,5 millions de personnes. Cela ne représente encore qu'une fraction de la population, mais le taux de croissance est de 400% en 2 décennies. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont souvent concentrées dans des ghettos urbains, la population musulmane d'Espagne est répartie sur tout le pays, du nord industriel au sud agricole. Le gouvernement souligne les réussites en matière d'intégration. Dans des villes comme Grenade et Séville, vous trouverez des mosquées ouvertes, des bouchées halal à côté des bars à tapas traditionnels et même des écoles publiques proposant des cours de langue arabe. La Constitution siche garantit la liberté religieuse et le gouvernement a fait tout son possible pour s'adapter aux pratiques musulmanes, qu'il s'agisse d'autoriser des pauses de prière sur certains lieux de travail ou de financer la construction de nouvelles mosquées. En 2022, le gouvernement socialiste a même adopté une loi facilitant l'obtention de la résidence pour les immigrés, une mesure explicitement présentée comme un moyen de renforcer la cohésion sociale. Les médias ont joué leur rôle dans l'élaboration du récit. El País, le journal le plus influent d'Espagne, a publié une série d'articles élogieux sur les « nouveaux siars » qui font revivre à l'Andalus, la péninsule ibérique médiévale dirigée par les musulmans à travers l'art, la cuisine et le dialogue interreligieux. La BBC et The Guardian ont repris l'histoire, décrivant l'Espagne comme un « phare de tolérance dans une époque d'islamophobie croissante ». Même Al Jazeera, qui n'est pas exactement un observateur neutre, a salué « l'islam progressiste » espagnol comme un modèle pour l'Occident. Et puis il y a l'aspect géopolitique. Le gouvernement espagnol de gauche, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, a tenu à se positionner comme un pont entre l'Europe et le monde musulman.
Sánchez a effectué de nombreux voyages au Maroc, signé des accords économiques et a même fait allusion à une résolution du différend de longue date sur le Sahara occidental, une décision qui s'attirerait les faveurs de Rabat, par extension, du monde arabe dans son ensemble. Le message est que l'Espagne est ouverte aux affaires et que l'islam fait partie de ces affaires. Mais c'est ici que le récit officiel commence à s'effriter. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par les chiffres. Oui, la population musulmane d'Espagne a augmenté rapidement, mais pas principalement par conversion. La grande majorité de cette croissance, environ 80%, selon le Pew Research Center, vient de l'immigration et non du changement religieux. Et d'où vient cette immigration ? En grande majorité originaire du Maroc, un pays ayant des liens historiques profonds avec l'Espagne mais qui est également devenu, ces dernières années, un acteur clé dans un jeu géopolitique beaucoup plus vaste. Le Maroc n'envoie pas seulement des travailleurs. C'est envoyer des gens avec une mission. J'ai vu les rapports internes des services secrets de SICH, des documents qui ne tombent pas dans le domaine public. Ils décrivent un effort coordonné de Rabat pour encourager les migrants marocains à maintenir leur identité culturelle et religieuse en Espagne. Il ne s'agit pas seulement de nostalgie. C'est une question d'influence. Le gouvernement marocain finance des centres culturels islamiques, envoie des imams dans les mosquées SICH et offre même des bourses aux musulmans SICH pour qu'ils puissent étudier dans les universités marocaines. En 2021, le journal SICH EBC a obtenu des fuites de documents montrant que le ministère marocain des Affaires islamiques était directement impliqué dans la nomination des imams dans plusieurs villes de SICH. Lorsque le gouvernement SICH a tenté de réagir, Rabat l'a fait interférer avec notre action religieuse, et nous vous rendrons la vie difficile au Sahara occidental. Ce n'est pas une intégration. C'est une projection de puissance douce. Et il n'y a pas que le Maroc. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous investi de l'argent dans les communautés musulmanes d'Espagne. La mosquée du roi Fahd de Marbella, l'une des plus grandes d'Europe, a été construite grâce à des fonds saoudiens. La Diyanet turque, la direction des affaires religieuses d'Ankara, a discrètement étendu sa présence en Espagne, proposant des cours de langue turque et une éducation religieuse à la diaspora turque croissante du pays. Ce ne sont pas seulement des actes de charité. Ce sont des investissements dans une influence à long terme. Parlons maintenant de la bombe à retardement démographique. L'Espagne a l'un des taux de natalité les plus bas au monde, 1,19 enfants par femme, bien en dessous du niveau de remplacement de 2,1. Parallèlement, le taux de fécondité des immigrés marocains en Espagne est presque le double, soit environ 2,3. Ce n'est pas de la spéculation, ce sont des mathématiques de base. Si la tendance actuelle se poursuit, la population musulmane espagnole pourrait atteindre 10% d'ici 2050 et 20% d'ici la fin du siècle. Ce n'est pas une prédiction. Il s'agit d'une projection basée sur les données actuelles. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Le gouvernement SICH le sait. Et pourtant, au lieu de s'attaquer aux implications culturelles et politiques de ce changement, il redouble d'efforts dans les politiques qui l'accélèrent. Pourquoi ? Parce qu'à court terme, c'est politiquement pratique. L'importance géopolitique de l'Espagne, pour comprendre pourquoi cela se produit, il faut sortir. L'Espagne n'est pas seulement un pays. C'est un pilier stratégique en Méditerranée, une porte d'entrée entre l'Europe et l'Afrique et un acteur clé dans la concurrence plus large entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Commençons par les États-Unis. Depuis des décennies, Washington considère l'Espagne comme un allié fiable de l'OTAN, un rempart contre l'influence russe en Méditerranée et un partenaire dans les efforts de lutte contre le terrorisme. Mais ces dernières années, la loyauté de l'Espagne a vacillé. Le gouvernement de Sánchez s'est rapproché de la Chine en signant une série d'accords d'infrastructure dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » de Pékin. Il s'est également montré particulièrement indulgent envers la Russie, refusant d'envoyer des armes en Ukraine et accueillant même des oligarques russes à Marbella. Les États-Unis l'ont remarqué. En 2022, le Pentagone a discrètement réduit sa présence militaire en Espagne, transférant ses actifs vers l'Italie et la Grèce. Le message était le suivant: si l'Espagne ne joue pas au ballon, nous trouverons quelqu'un qui le fera. Maintenant, entrée au Maroc. Rabat joue un brillant jeu de triangulation géopolitique. D'un côté, c'est un allié des États-Unis, qui héberge des bases militaires américaines et coopère dans la lutte contre le terrorisme.
De l'autre, il s'agit d'approfondir les liens avec la Chine, qui a investi des milliards dans les ports marocains et dans des projets d'énergie renouvelable. Et puis il y a la Russie. Le Maroc achète des armes russes, notamment des systèmes avancés de défense aérienne, malgré les objections américaines. En 2023, des responsables marocains ont même rencontré leurs homologues russes pour discuter de « coopération énergétique », un euphémisme pour contourner les sanctions occidentales. L'Espagne est prise au milieu de cette situation. Le gouvernement de Sánchez a tenté d'équilibrer ses relations avec Washington, Bruxelles et Rabat, mais c'est une partie perdue. Plus l'Espagne répond aux exigences du Maroc sur le Sahara occidental, sur la migration, sur l'influence religieuse, plus Rabat gagne en influence. Et plus Rabat gagne en influence, plus elle peut façonner l'avenir de l'Espagne. Mais il ne s'agit pas seulement du Maroc. Il y a une lutte civilisationnelle plus vaste en jeu ici. Pendant des siècles, la Méditerranée a été un champ de bataille entre la chrétienté et l'islam. La Reconquista, les sièges ottomans de Vienne, les guerres barbaresques, ce n'étaient pas seulement des notes historiques. Ce furent des moments déterminants dans la lutte pour la domination du monde occidental. Et aujourd'hui, cette lutte se joue à nouveau, non pas avec des épées et des canons, mais avec la démographie, la culture et le soft power. La Chine le comprend. Pékin entretient discrètement des relations avec les pays à majorité musulmane, se positionnant comme un partenaire neutre, contrairement à l'Occident. En 2022, la Chine a accueilli le tout premier sommet Chine-État arabe, au cours duquel Xi Jinping a promis des milliards d'investissements et a déclaré que la Chine et le monde arabe sont des partenaires naturels. Le sous-texte ? Si l'Occident ne s'accommode pas du monde musulman, la Chine le fera. La Russie joue également à ce jeu. Poutine courtise les dirigeants musulmans, présentant la Russie comme un défenseur des valeurs traditionnelles contre la décadence occidentale. En 2023, l'Église orthodoxe russe a même organisé une conférence sur « l'islam et l'avenir de l'Europe », au cours de laquelle les intervenants ont soutenu que la Russie et le monde musulman devraient s'unir contre le libéralisme occidental. Et quelle est la place de l'Espagne dans tout cela ? Juste dans la ligne de mire. Si l'Espagne continue sur cette voie, il ne s'agira pas seulement d'un changement culturel. Ce sera un réalignement géopolitique. Une Espagne avec une population musulmane croissante, de plus en plus influencée par le Maroc, la Turquie et les États du Golfe, est une Espagne moins alignée sur les États-Unis et plus ouverte aux ouvertures chinoises et russes. Ce n'est pas seulement un problème pour l'Espagne. C'est un problème pour l'ensemble de l'Alliance occidentale. Les implications militaires et stratégiques. Parlons du côté militaire, car c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses. L'Espagne abrite certaines des infrastructures les plus critiques de l'OTAN. La base navale de Rota, près de Cadix, héberge les destroyers américains Aegis et constitue un nœud clé du réseau de défense antimissile de l'Alliance. La base aérienne de Morón, près de Séville, est un site d'opération avancé pour les forces américaines en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis il y a Gibraltar, le territoire britannique que l'Espagne convoite depuis longtemps, un point d'étranglement stratégique qui contrôle l'accès à la Méditerranée. Imaginez maintenant un scénario dans lequel la population musulmane d'Espagne s'élèverait à 15 ou 20% du pays. Imaginez que cette population soit de plus en plus influencée par des puissances étrangères, Maroc, Turquie, Arabie Saoudite, qui ont leurs propres agendas. Imaginez que ces communautés commencent à exiger une plus grande représentation politique, une plus grande autonomie culturelle et une influence religieuse encore plus grande sur la loi Siche. Que se passe-t-il lorsqu'un gouvernement Siche, sous la pression de sa propre population musulmane, commence à prendre des décisions qui ne correspondent pas aux intérêts de l'OTAN ? Nous avons déjà vu ce film. Dans les années 1970, le mouvement islamiste croissant en Turquie a entraîné un changement dans la politique étrangère d'Ankara, culminant avec la montée en puissance de Recep Tayyip Erdogan et l'éloignement progressif de la Turquie de l'Occident. L'Espagne pourrait-elle suivre une voie similaire ? Ce n'est pas impensable. Et puis il y a la question de la stabilité interne. L'Espagne a une longue histoire de séparatisme régional. Catalogne, Pays basque, et ajouter une dimension religieuse à ce mélange pourrait être explosif. En 2021, un sondage a révélé que 40% des musulmans siches pensent que la charia devrait être appliquée dans les zones à majorité musulmane. Ce n'est pas une majorité, mais c'est une minorité significative.
et dans un pays avec un passé de guerre civile et de violence politique, même une petite faction radicalisée pourrait avoir des conséquences démesurées. L'armée américaine a déjà commencé à couvrir ses paris. En 2023, le Pentagone a mené un jeu de guerre classifié simulant un scénario dans lequel le gouvernement espagnol s'effondre en raison de troubles internes et où l'OTAN est obligée d'intervenir. Les résultats donnaient à réfléchir. Le rapport, dont j'ai vu des extraits, concluait que, une Espagne avec une importante population musulmane politiquement mobilisée présente un ensemble unique de défis pour l'OTAN, notamment le potentiel d'opérations d'influence étrangère et le risque de conflits internes. Ce n'est pas alarmiste. C'est une planification stratégique. La politique intérieure, pourquoi les dirigeants espagnols se laissent aller à un tel somnambulisme alors pourquoi le gouvernement espagnol poursuit-il des politiques qui pourraient, à long terme, porter atteinte à sa propre souveraineté? La réponse réside dans la politique intérieure. Le Parti socialiste de Pedro Sánchez se trouve dans une situation précaire. Le paysage politique espagnol est profondément fragmenté, aucun parti ne détenant la majorité. Sánchez s'est appuyé sur une coalition avec le parti d'extrême gauche Podemos, qui a fait pression en faveur de politiques plus progressistes en matière d'immigration, de multiculturalisme et d'identité. Mais Podemos n'est pas le seul joker. Le mouvement indépendantiste catalan, qui a failli déchirer l'Espagne en 2017, reste une force puissante. Et puis il y a Vox, le parti d'extrême droite qui a gagné en popularité en mettant en garde contre les dangers d'une immigration incontrôlée et de l'influence islamique. Sánchez marche sur la corde raide. D'un côté, Podemos et les séparatistes catalans exigent davantage de concessions aux groupes minoritaires. De l'autre, Vox et le Partido Popular de centre-droit avertissent que l'Espagne est en train de perdre son identité. Sa solution ? Une stratégie d'apaisement. En adoptant le multiculturalisme et en minimisant les risques de changement démographique, il espère maintenir sa coalition unie et éviter de s'aliéner l'un ou l'autre des côtés. Mais voilà, l'apaisement ne fonctionne pas sur le long terme. Nous l'avons vu dans les années 1930 avec Hitler, dans les années 1970 avec la révolution iranienne et dans les années 2010 avec la montée des mouvements islamistes en Europe. Lorsque vous ignorez les conséquences culturelles et politiques du changement démographique, vous ne faites pas disparaître le problème. Vous ne faites que retarder le compte. Et le bilan arrive. En 2023, un rapport interne divulgué par l'agence de renseignement espagnole, le CNI, avertissait que la croissance rapide de la population musulmane espagnole, combinée à l'influence étrangère croissante, constitue une menace à long terme pour la cohésion nationale. Le rapport a été enterré. Le gouvernement ne voulait pas l'entendre. Scénario, que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Voyons 3 scénarios possibles. Scénario 1, le meilleur résultat. Dans ce scénario, l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane avec succès, en évitant les pièges des sociétés parallèles et de l'influence étrangère. Le gouvernement investit massivement dans les programmes d'éducation, d'opportunités économiques et de lutte contre la radicalisation. L'influence marocaine et turque est contenue et les communautés musulmanes espagnoles sont pleinement assimilées à la société siche. D'ici 2050, l'Espagne demeure une démocratie stable, alignée sur l'Occident, bien qu'avec une population plus diversifiée. C'est le résultat qu'espère le gouvernement siche. Mais c'est aussi le moins probable. L'intégration est difficile et nécessite plus que de bonnes intentions. Cela nécessite un sentiment partagé d'identité nationale, une volonté d'assimilation et un gouvernement disposé à appliquer ses propres lois. L'Espagne n'a rien de tout cela dans une mesure suffisante. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne continue de croître, mais l'intégration échoue. Des sociétés parallèles émergent, avec des communautés musulmanes de plus en plus influencées par les puissances étrangères. Le Maroc et la Turquie ont mis fin à leurs opérations de soft power en finançant des mosquées, des écoles et des centres culturels qui promeuvent une version de l'islam en contradiction avec les valeurs de Siche. Le gouvernement, désespéré d'éviter le conflit, fait davantage de concessions autorisant les conseils de la charia dans certaines régions, exemptant les communautés musulmanes de certaines lois, et accordant même l'autonomie aux régions à forte population musulmane. En 2040, l'Espagne sera un pays divisé.
Le Nord reste majoritairement chrétien et laïque, tandis que le Sud devient de plus en plus musulman et culturellement distinct. Le gouvernement, affaibli par les divisions internes, peine à garder le contrôle. La présence de l'OTAN en Espagne devient un sujet de discorde, certaines factions politiques exigeant son retrait. Les États-Unis commencent à chercher des bases alternatives en Méditerranée. C'est le scénario qui m'empêche de dormir la nuit. Ce n'est pas un effondrement. C'est une lente érosion de la souveraineté. Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, les tensions débordent. Une attaque terroriste, un assassinat politique ou une manifestation de masse tourne à la violence. Le gouvernement, déjà affaibli, réprime. Les communautés musulmanes, se sentant ciblées, se radicalisent. Les puissances étrangères, le Maroc, la Turquie et même la Russie saisissent l'occasion d'intervenir, soit directement, soit par procuration. L'Espagne sombre dans des troubles civils, voire dans la guerre civile. C'est le scénario le moins probable, mais il n'est pas impossible. Nous avons déjà vu cela se produire au Liban, en Yougoslavie, en Syrie. Lorsque les politiques identitaires et l'influence étrangère se heurtent, les résultats peuvent être catastrophiques. La grande stratégie pourquoi l'Occident est en train de perdre. Prenons un instant de recul et regardons la situation dans son ensemble. Ce qui se passe en Espagne n'est qu'un élément d'un échec bien plus vaste de l'Occident à s'adapter à un monde multipolaire. Au cours des 3 dernières décennies, les États-Unis et leurs alliés ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et le libre marché allaient inévitablement se propager à travers le monde. C'était la thèse de la « fin de l'histoire », l'idée selon laquelle l'Occident avait gagné et que tout le monde finirait par suivre notre exemple. Mais cette hypothèse a toujours été erronée. Le monde ne nous ressemble pas davantage. Nous leur ressemblons davantage. La Chine, la Russie et les puissances émergentes du Sud ne respectent pas nos règles. Ils jouent par les leurs, et ils gagnent. Pendant ce temps, l'Occident s'accroche toujours aux mêmes vieilles stratégies, alliances militaires, sanctions économiques et démagogie morale, tandis que le terrain bouge sous nos pieds. Et cela n'est nulle part plus évident qu'en Méditerranée, où l'Espagne n'est qu'un front dans une lutte d'influence beaucoup plus vaste. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de religion ou de culture. C'est une question de pouvoir. La Méditerranée a toujours été un champ de bataille, mais la nature du conflit a changé. Pendant la guerre froide, il s'agissait de bases navales et de silos de missiles. Aujourd'hui, il s'agit de démographie, de soft power et de remodelage lent et délibéré des sociétés. Le président turc Erdogan le comprend. Il en va de même pour le roi Mohamed VI du Maroc. Ils n'exportent pas seulement l'islam, ils exportent leur influence, et ils le font d'une manière bien plus efficace que tout ce que l'OTAN ou l'UE ont tenté depuis des décennies. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'Espagne n'est pas seulement un pays européen, c'est une porte d'entrée. C'est le pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord, entre les mondes chrétiens et musulmans. Si l'Espagne devient un pays à majorité musulmane, ou même un pays avec une importante minorité musulmane politiquement mobilisée, les implications géopolitiques sont énormes. D'une part, cela modifierait l'équilibre des pouvoirs au sein de l'UE. L'Espagne possède la 5e économie du bloc et compte près de 50 millions d'habitants. Une Espagne plus alignée sur Ankara ou Rabat que sur Bruxelles ou Washington changerait la donne. Cela créerait également un précédent. Si l'Espagne peut être transformée, pourquoi pas l'Italie? Pourquoi pas la France? Pourquoi pas l'Allemagne? Voilà un inconfortable, la domination militaire de l'Occident ne suffit plus. Les États-Unis disposent toujours de la marine la plus puissante au monde, mais à quoi sert un groupe aéronaval lorsque la véritable bataille concerne les cœurs et les esprits? Le Pentagone dépense des centaines de milliards de dollars en matériel informatique, mais c'est le Diyanet turc, le ministère marocain des dotations et les mosquées financées par le Golfe qui remodèlent tranquillement l'avenir de l'Europe. Et ils le font sans tirer un seul coup de feu. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les 2 enclaves espagnoles en Afrique du Nord. Ces villes font légalement partie de l'UE, mais elles sont entourées par le Maroc et constituent un point chaud depuis des décennies. En 2021, le Maroc a délibérément ouvert ses frontières, permettant à des milliers de migrants d'affluer vers Ceuta en une seule journée. Le message était le suivant:
si l'Espagne ne joue pas le jeu avec Rabat, le Maroc peut augmenter ou diminuer la pression démographique comme un robinet. Et ça a marché. L'Espagne a rapidement inversé sa position sur le Sahara occidental, un différend diplomatique de longue date, en échange d'une maîtrise des flux migratoires par le Maroc. Ce n'est pas du hard power. C'est un levier démographique, bien plus efficace que n'importe quelle menace militaire. Parlons maintenant de l'OTAN. L'Alliance a été construite pour contrer l'Union soviétique, mais aujourd'hui, son plus grand défi n'est pas une menace militaire conventionnelle, mais bien une fragmentation interne. La Turquie, membre de l'OTAN, travaille ouvertement contre les intérêts occidentaux en Syrie, en Libye et en Méditerranée orientale. Elle achète des missiles russes S-400 tout en recevant des F-35 américains. Et pourtant, l'OTAN ne peut pas expulser la Turquie parce qu'elle a besoin de la coopération d'Ankara dans tous les domaines, depuis la lutte contre le terrorisme jusqu'à l'accès à la mer Noire. Pendant ce temps, la population musulmane croissante en Espagne crée une nouvelle ligne de fracture au sein de l'Alliance. Si le gouvernement espagnol devient plus sympathique envers les pays à majorité musulmane, ou si son armée commence à refléter ce changement, le flanc sud de l'OTAN pourrait devenir un handicap plutôt qu'un atout. Cela m'amène aux implications militaires. Les États-Unis comptent depuis longtemps sur l'Espagne comme plaque tournante logistique clé. La base navale de Rota abrite 4 destroyers équipés de l'Aegis, qui font partie du bouclier antimissile de l'OTAN. La base aérienne de Morón est un point de départ essentiel pour les opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Mais que se passera-t-il si le gouvernement espagnol commence à exiger le retrait des forces américaines ? Nous en avons déjà vu des indices. En 2021, le gouvernement de coalition de gauche espagnol a brièvement envisagé de se retirer du commandement militaire intégré de l'OTAN. Cela ne s'est pas produit, mais le fait que cela ait été envisagé aurait dû déclencher l'alarme à Washington. Le Pentagone couvre déjà ces paris. En 2020, les États-Unis ont signé un accord de coopération en matière de défense avec le Portugal, excluant son accès à la base aérienne de Lachfield, aux Açores. En 2022, elle a annoncé son intention d'établir une nouvelle présence militaire en Grèce, notamment l'érection de la base navale de la baie de Souda. Ces mesures ne visent pas seulement à contrer la Russie ou la Chine, elles visent à réduire la dépendance à l'égard de l'Espagne. Et c'est un problème, car la géographie de l'Espagne est irremplaçable. Aucun autre pays européen n'offre la même combinaison d'emplacements stratégiques, de ports en eau profonde et de proximité avec l'Afrique du Nord. Mais le véritable danger ne concerne pas seulement les bases. Il s'agit de la lente érosion de l'influence occidentale en Méditerranée. Les États-Unis et leurs alliés ont passé des décennies à tenter de stabiliser la région, des Balkans à la Libye. Mais que se passe-t-il si la région se stabilise d'une manière qui ne favorise pas l'Occident ? Et si le nouvel ordre méditerranéen était celui où la Turquie, le Maroc et les États du Golfe prenaient les devants ? C'est le scénario qui m'empêche de dormir la nuit, non pas parce qu'il est inévitable, mais parce qu'il se produit déjà et que personne à Washington ou à Bruxelles ne semble avoir de plan pour l'arrêter. Regardons les chiffres. En 2020, les exportations turques de défense ont atteint 3,2 milliards de dollars, contre seulement 248 millions de dollars en 2002. Ces drones Bayraktar sont utilisés par l'Ukraine, l'Éthiopie et même des alliés de l'OTAN comme la Pologne. Pendant ce temps, le Maroc est devenu l'un des plus grands bénéficiaires de l'aide militaire américaine en Afrique, avec plus d'1 milliard de dollars d'aide depuis 2015. Ce ne sont pas seulement des armes, ce sont des outils d'influence. Et ils sont utilisés pour façonner la région d'une manière qui profite à Ankara et Rabat, et non à Washington. Voici un autre point inconfortable, l'approche occidentale pour contrer l'influence islamiste a été un échec. Pendant des années, nous nous sommes concentrés sur les opérations cinétiques, frappes de drones, raids des forces spéciales, frappes aériennes. Mais pendant que nous nous efforcions d'éliminer les terroristes, nous avons ignoré la bataille à long terme pour la légitimité. Les États du Golfe et la Turquie jouent le jeu du long terme en finançant des mosquées, des écoles et des centres culturels dans toute l'Europe. Ils n'exportent pas seulement la religion, ils exportent une vision du monde, souvent en contradiction avec le libéralisme occidental. Et ils le font avec de l'argent, de la patience et une profonde compréhension du soft power. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'Occident doit prendre conscience du fait que la Méditerranée n'est plus un lac occidental.
C'est un espace contesté et les règles d'engagement ont changé. Deuxièmement, nous devons arrêter de considérer l'islam comme un monolithe. Le monde musulman est aussi diversifié que le monde chrétien, et l'Occident doit nouer des alliances avec des pays modérés à majorité musulmane qui partagent nos intérêts. Troisièmement, nous devons investir dans notre propre soft power. Les États-Unis et l'Europe dépensent des milliards pour la défense, mais une fraction de cette somme pour la diplomatie culturelle, l'éducation et l'aide au développement. C'est une erreur. Enfin, nous devons accepter que la démographie est le destin. L'Occident ne peut ignorer le fait que sa propre population vieillit et diminue, alors que le monde musulman est jeune et en croissance. Il ne s'agit pas ici d'alarmisme, mais de réalité. Si nous ne trouvons pas un moyen d'intégrer les communautés musulmanes dans les sociétés occidentales d'une manière qui préserve nos valeurs, nous nous retrouverons face à une assimilation ou à un conflit. Et l'histoire montre que lorsque l'assimilation échoue, un conflit s'ensuit. La situation en Espagne est le microcosme d'une lutte bien plus vaste. Il ne s'agit pas seulement de l'islam, il s'agit de l'avenir de l'Occident. Et en ce moment, l'Occident est en train de perdre. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes aveugles. Nous menons toujours la dernière guerre, alors que nos adversaires jouent à un jeu totalement différent. Et si nous ne nous adaptons pas, nous nous réveillerons un jour pour constater que la Méditerranée ne nous appartient plus. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le paysage politique intérieur espagnol est déjà remodelé par cette action islamique discrète et pas comme le prédisent les alarmistes. La véritable histoire ne concerne pas une éventuelle prise de contrôle imminente de la charia, mais la manière dont la classe politique espagnole, divisée, ignore la tendance ou l'utilise comme une arme pour des gains à court terme. Et c'est cela, plus que n'importe quelle mosquée de Grenade, qui devrait nous inquiéter. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. L'establishment politique espagnol a passé la dernière décennie à être obsédé par le séparatisme catalan, la montée de Vox et les cicatrices persistantes de la crise financière de 2008. Parallèlement, la population musulmane du pays a discrètement doublé depuis 2010, pour atteindre aujourd'hui près de 2,5 millions, soit environ 5% de la population. C'est encore bien en dessous de la France ou de l'Allemagne, mais le taux de croissance représente une augmentation de 40% en un peu plus d'une décennie, tirée presque entièrement par les taux de natalité et le regroupement familial, et non par la migration massive. Il ne s'agit pas d'un afflux soudain, c'est un changement de génération. Et pourtant, à quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un homme politique de Sich aborder sérieusement ce que cela signifie pour l'identité du pays, son système éducatif ou sa cohésion sociale à long terme ? La classe politique espagnole est divisée en 3 camps, dont aucun n'a de stratégie cohérente. Le premier est le centre-gauche, représenté par le PSOE et ses partenaires de coalition comme Podemos. Ils ont adopté une attitude d'aveuglement volontaire, traitant l'islam comme une simple communauté d'immigrés parmi d'autres gérés par des programmes sociaux et des lois antidiscrimination. Le problème ? Ils confondent intégration et assimilation, en supposant que l'inclusion économique mènera automatiquement à un alignement culturel. Ce ne sera pas le cas. Le deuxième camp est celui du centre-droit, dirigé par le PP, qui oscille entre engagement pragmatique et alarmisme opportuniste. Ils financeront quelques centres culturels islamiques modérés quand cela leur conviendra, puis se tourneront vers la mise en garde contre les « sociétés parallèles » lorsque Vox commencera à gagner dans les sondages. Et puis il y a Vox lui-même, le troisième camp, qui a fait de la rhétorique anti-islamique un élément central de sa marque. Leur solution ? Un retour à une Espagne mythique d'avant 1978, où le catholicisme était le seul jeu possible. Ce n'est pas seulement irréaliste, c'est contre-productif. En présentant l'islam comme une menace existentielle, il pousse les musulmans modérés dans les bras d'organisations islamiques plus conservatrices, précisément celles financées par les États du Golfe et la Turquie. Prenons le cas de la Commission islamique d'Espagne, ou CIE. C'est l'organisme officiel représentant les musulmans siches, et il est dominé par la Fédération des entités islamiques d'Espagne, étroitement liée au Maroc. Depuis des années, la CIE négocie avec le gouvernement siche surtout, depuis la certification halal jusqu'à l'enseignement religieux islamique dans les écoles publiques.
Le gouvernement PSOE, soucieux d'éviter toute controverse, n'a été que trop disposé à faire des concessions, comme autoriser l'enseignement religieux islamique dans les écoles andalouses ou reconnaître l'Aïd al-Fitr comme fête régionale en Catalogne. Le PP, lorsqu'il est au pouvoir, revient généralement sur ces accords, pour ensuite les réintégrer lorsqu'il n'est plus au pouvoir. Vox, quant à lui, appelle à l'interdiction pure et simple de la CIE. Le résultat ? Une politique d'improvisation perpétuelle, où personne ne pense réellement à 5 ou 10 ans. Parlons maintenant des scénarios. Le résultat le plus probable au cours de la prochaine décennie est ce que j'appellerais une négligence bénigne, une dérive lente et imprévue vers une Espagne plus visiblement islamique, où les mosquées deviennent aussi courantes que les églises, où la nourriture halal est aussi facile à trouver que la paella et où les musulmans sikhs gagnent progressivement une plus grande représentation politique. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas géré. C'est juste en train d'arriver. Le risque ici est que, sans une stratégie d'intégration délibérée, l'Espagne puisse se retrouver avec le même type de communauté ségrégée que celle que l'on voit dans certaines régions de France ou de Belgique où les musulmans de deuxième et troisième génération ne se sentent ni pleinement sikhs, ni pleinement marocains ou pakistanais, et où les griefs s'enveniment. Le deuxième scénario est plutôt une réaction violente. Si l'économie espagnole trébuche à nouveau, ou si une attaque terroriste se produit sur le sol de Sich, la classe politique pourrait se tourner vers le type de politique nativiste que nous avons vu en Hongrie ou en Pologne. Vox gagnerait du terrain, le PP virerait de bord pour rivaliser et le PSOE serait contraint de se mettre en position défensive. Le problème de ce scénario est qu'il accélérerait presque certainement la radicalisation de certains musulmans sikhs, créant ainsi une prophétie autoréalisatrice. Nous avons déjà vu ce film aux Pays-Bas après le meurtre de Theo van Gogh, en France après les attentats de Charlie Hebdo. La différence est que l'Espagne n'a pas d'antécédents récents de violences islamistes à grande échelle, ce qui signifie que toute réaction serait basée sur la peur et non sur l'expérience. Cela le rend encore plus dangereux. Le troisième scénario est celui dont personne ne parle, celui d'un réveil politique musulman sikh. La population musulmane d'Espagne est encore trop petite et trop fragmentée pour former un bloc électoral cohérent, mais cela est en train de changer. Dans des villes comme Barcelone, Madrid et Malaga, les dirigeants de la communauté musulmane commencent à s'organiser, non seulement autour des questions religieuses, mais aussi autour du logement, de l'éducation et de la réforme de la police. Si cette tendance se poursuit, nous pourrions assister à l'émergence d'un mouvement politique musulman sikh au cours de la prochaine décennie, un mouvement qui exigerait non seulement la tolérance, mais aussi la reconnaissance. La question est de savoir si le système politique espagnol est suffisamment flexible pour s'adapter à cela. La réponse, basée sur la façon dont le nationalisme catalan est traité, est probablement non. Laissez-moi être, rien de tout cela n'est inévitable. L'Espagne a encore le temps de bien faire les choses. Mais cela nécessitera quelque chose qui manque dans la réflexion à long terme de Sich. Cela impliquera d'investir dans l'enseignement islamique en langue sikh pour contrer l'influence des imams financés par l'étranger. Cela impliquera de créer des voies permettant aux dirigeants musulmans d'entrer en politique sans avoir à cacher leur foi. Et cela impliquera d'avoir une conversation honnête sur ce que signifie être sikh au XXIe siècle, une conversation qui ne se contente ni de platitudes multiculturelles ni de nostalgie réactionnaire. L'ironie est que l'Espagne, plus que tout autre pays, devrait être particulièrement bien équipée pour faire face à cette situation. Pendant 8 siècles, ce fut une société où chrétiens, musulmans et juifs ont vécu côte à côte, parfois en harmonie, parfois en tension, mais toujours en dialogue. Cette histoire est soit un avertissement, soit un plan. À l'heure actuelle, les dirigeants espagnols ne la considèrent ni comme l'un ni l'autre. Et c'est là la vraie question géopolitique, non pas que l'islam va conquérir l'Espagne, mais que l'Espagne oubliera comment être l'Espagne.